Conceptrice, concepteur, bonjour. J'adore YouTube et j'adore les tutos de CAO. Ici, on va s'intéresser à SolidWorks et à un gars là qui a une chaîne assez fréquentée, hein, 60 000 abonnés quand même. Il donne des conseils, bah voilà, en CAO. Il fait payer aussi beaucoup ses conseils. Il essaye de monétiser à mort son activité. Pourquoi pas, hein, il n'y a pas trop de reproches là-dessus, sauf que bah, certains conseils qu'il va vous donner seront peut-être erronés justement ou de pas d'excellente qualité. Donc là, il nous fait une vidéo pour nous montrer. Alors, il considère qu'une pièce comme ça, c'est un balayage complexe. Il le dit hein, dans ses commentaires. euh, Comment modéliser quelque chose, voilà, un balayage complexe sans utiliser les esquisses 3D. C'est vrai que dans SolidWorks, les gens ont souvent une sale manie, c'est d'utiliser beaucoup les esquisses 3D, chose qui n'existe absolument pas dans Creo paramétrique, mais dont on se passe très très volontiers. Alors, en revanche, la technique qu'il utilise pour réaliser son tuyau là, son tube ou son fil cintré, n'est pas en soi, c'est pas forcément mauvais. Lui, il va passer par une pièce solide et qu'il va dépouiller puis rayonner ou l'inverse s'il dépouille puis il rayonne et ensuite par rapport à et ça lui crée une trajectoire continue sur laquelle il vient faire courir son balayage. Et ensuite, par la force des choses, étant donné que dans SolidWorks, cette pièce-là, enfin cette forme, il la réalise en solide et pas en surface. Je ne sais pas d'ailleurs si les fonctions de surface permettent de faire exactement la même chose qu'en solide dans SolidWorks. Toujours est-il que il fait ça, puis ensuite donc il arrive à réaliser son tube cintré. Et il doit passer par du multibody, du multicore, pour isoler le tube qu'il a créé du support, de la base qu'il a utilisé. Bon, mon propos ne s'appuie, enfin, c'est pas une critique de cette méthode qui peut se défendre. La critique, c'est bien joli de faire de la 3D. Encore faut-il que les pièces que l'on conçoit soient réalisables. Et comment? Et donc ça, c'est voilà un tube cintré qui pourrait servir de support, je sais pas, un fauteuil, peu importe, un crochet dans un supermarché, ça se fait beaucoup de la tuyauterie, pourquoi pas. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment ce genre de pièce est ensuite réalisé dans la vraie vie. Et pour ça, pour réaliser ce genre de pièce, eh bien, on va utiliser des cintreuses. J'ai ici trouvé une vidéo d'une cintreuse industrielle. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, dans la description, et vous allez pouvoir vous rendre compte de la façon dont ce genre de machine fonctionne. On a un tube et des mâchoires qui le prennent entre ces mâchoires, le tube avance, il se tourne d'un certain angle dans l'axe des X, enfin l'axe du tube, puis ensuite, à chaque fois, hop, ça avance un petit peu, les mâchoires reprennent le tube et viennent l'enrouler autour de ce galet. Et ça, c'est très très important pour comprendre ce qui se passe, c'est que chaque cintre, chaque rayon se situe obligatoirement dans un plan. Et c'est vraiment c'est un arc de cercle aux petites déformations près liées à la déformation du métal, mais chaque rayon ici se trouve dans un plan. En fait, ces deux parties du tube droite sont dans le même plan et le rayon les relie. Et si on mesure ici, on a effectivement un rayon. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Au-delà, si on veut faire des cintres plus complexes, qui ne sont pas des rayons, là, les moyens de production changent totalement et le coût de fabrication de ces pièces devient prohibitif. Faut toujours, voilà. Hop, vous pourrez regarder. J'avais déjà fait une vidéo sur le cintrage de tubes
Et je crois que j'avais mis d'ailleurs cette vidéo-là en copie, en exemple, où là vous avez plein d'exemples de cintreuses. Et là, c'est une société qui fabrique des machines spéciales et des cintreuses. Et je vous invite à regarder parce que effectivement, vous verrez qu'elles fonctionnent toutes sur le même principe. Donc un système de mâchoire, un système de galet et le tube qui s'enroule autour de ce galet et de ces mâchoires. Ok. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Si je reviens sur la vidéo de notre champion, eh ben, on va surtout s'intéresser à ses plis à cet endroit-là et la façon dont il s'y prend pour réaliser sa pièce. Je vais vous montrer, je vais vous faire la même chose dans Créo et je vais vous démontrer que ces rayons que l'on trouve là tout le long ici, pas ces deux-là, mais ces rayons le long de la face dépouillée, eh bien ces rayons ne sont pas réalisables avec une cintreuse classique. Donc cette pièce, s'il veut la fabriquer dans un atelier, ben, il va avoir beaucoup de mal parce que pour obtenir réellement cette forme-là, il va devoir utiliser d'autres moyens de production, plus chers, plus difficiles à régler. Et aussi, je vais vous montrer que dès qu'on change les angles de dépouille qu'il utilise, la forme de ces cintres, de ces rayons change. Et ça aussi, si on est en mode production, fabrication, eh ben ça peut poser des problèmes parce que ça veut dire que les outillages nécessaires pour faire ces cintrages vont devoir être changés à chaque fois qu'on change l'angle, ce qui est rédhibitoire. Et donc moi, je vais vous montrer ma méthode pour réaliser ce même type de pièce, tout en conservant les contraintes de fabrication, c'est-à-dire des rayons, des formes géométriques qui restent des rayons dans un plan. Ok, voyons voir. Dans Créo, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc, comme je vous le disais, faire le même type d'opération que la sienne. Hop, je crée donc une nouvelle pièce. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que il part d'une géométrie. Alors lui, il part d'un cube, enfin d'un prisme complet. Moi, je vais me simplifier la vie à cet endroit-là, c'est-à-dire que je vais déjà dessiner mes petits escaliers directement. Les dimensions n'ont pas beaucoup d'importance hein, dans cet exemple. De toute manière, avec Créo, bah, j'ai mon schéma de cotation automatique, et si je modifie cette cote, j'ai un facteur d'échelle qui s'applique à toutes les autres, et donc je garde les proportions de mon objet. Donc, ok, ça c'est parfait. On va venir l'extruder en symétrique, et là c'est pareil, ça n'a pas une énorme importance. On met voilà 40 millimètres et c'est parfait. Ensuite, ce qu'il réalise, ce qu'il fait, c'est que donc il vient mettre des rayons de congé sur ses arêtes. Donc faisons la même chose. Je sélectionne ces quatre arêtes, je mets un rayon de congé, hop, voilà, par un petit rayon, on va mettre un rayon de congé de 4 millimètres. Dans la même fonction, je peux venir choper cette arête-là et mettre cette fois un autre rayon de congé un peu plus grand à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant dans Créo paramétrique depuis maintenant un bon nombre de versions, c'est que je peux même mettre ces rayons de congé sur les arêtes à la base de mon prisme. Je vais enlever voilà, j'enlève l'affichage des plans. Hop, avec la touche contrôle, très bien. Et puis là, on va mettre. Encore une fois, je vous dis, les valeurs n'ont absolument aucune espèce d'importance, mais quand même insister sur celle-ci, parce que c'est là où on va voir les plus grosses différences. Alors, ici, dans cette configuration-là, eh ben, cette arête-là, c'est effectivement un arc de cercle. Je peux, par exemple, venir mesurer son rayon. Si je sélectionne cette arête, eh ben, j'ai effectivement une longueur de courbe, mais j'ai les coordonnées de son centre et j'ai son diamètre, 32 millimètres. Donc ça, effectivement, c'est vraiment un arc de cercle. Mais maintenant, si je viens prendre ces deux faces-là et réaliser une dépouille, alors, par rapport à cette face-là, déjà, je vous propose de vous rendre compte de la qualité de la prévisualisation des dépouilles sur Créo paramétrique par rapport à l'horrible prévisualisation que l'on a sur SolidWorks, c'est le jour et la nuit.
Là, je vois parfaitement ce que je fais. Je réalise une dépouille de 15 degrés. Alors lui, je crois qu'il en met 10. Là aussi, ça a relativement peu d'importance. Je valide et il fait ensuite courir son balayage. Donc là, moi, avec Créo, je chope cette arête. Avec la touche Shift, je viens sélectionner une arête un petit peu plus loin sur le parcours et vous voyez que, hop, il me sélectionne tout mon parcours en tangence. Et je peux aller chercher la fonction balayage. Et on va, sur ce balayage, on va dessiner à une des extrémités, pourquoi pas celle-ci, le diamètre 3, ok, je valide mon esquisse et vous voyez apparaître le tuyau. Donc lui, arrivé à ce point-là, il va effectivement faire en sorte que d'avoir deux corps pour pouvoir supprimer celui-là. Donc Créo, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire que l'on peut venir, quand je crée le tuyau, ici je peux lui dire de le créer sur un nouveau corps, donc il va faire le corps numéro 2, et du coup le corps numéro 1, ben je peux alors dans Créo on va pas pouvoir le supprimer comme il le fait dans SolidWorks parce qu'on a une véritable hiérarchie des fonctions. Toujours est-il que je peux le cacher et voilà. Mais ce n'est pas nécessaire dans Créo de procéder comme cela parce que dans Créo les fonctions quelles qu'elles soient, enfin les fonctions solides, je reprends ici ma première extrusion, et ben je peux décider comme ça de la modifier, d'en faire cette fois une surface avec les faces fermées. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai un ensemble de surfaces. Donc ma pièce est vide. Mais les différentes opérations que je recrée par la suite, que ce soit les rayons ou que ce soit la dépouille, eh bien, vont se réappliquer non plus sur un solide, mais sur une surface. Et en plus, autre petite fonctionnalité très pratique dans Creo que l'on ne trouve absolument pas sur SolidWorks, c'est la notion de calque ou de couche qui me permettent de stocker automatiquement certains types de géométrie. Typiquement ici, mes surfaces sont stockées sur des couches et si je cache hop cette couche, eh ben j'ai mon solide qui est le tuyau et le support qui est sous forme de surface. Voilà. Alors, c'est du détail à chaque fois, mais ce qui fait qu'au long d'un cycle de production, de conception, etc., on va être beaucoup plus productif avec un outil comme Creo qu'avec un outil comme SolidWorks. Pourquoi? Parce qu'on a des outils qui nous permettent de se simplifier la vie. Vous voyez que mon arbre du modèle ici comporte 4 opérations. Ok, alors que si on vient jeter un coup d'œil sur son arbre du modèle à lui, eh ben, on se retrouve avec 8 fonctions. Ça a l'air de rien, mais ces 8 fonctions, il faut à un moment donné, ça se paye. Il faudra forcément les gérer. Il en a même plus que ça parce que ensuite, il rajoute des opérations de gestion de ces corps. Mais le problème principal n'est pas là. Je voulais souligner, c'est que si alors je vais faire réapparaître pour le coup mes surfaces. Voilà. Il y a un truc qui est sympa dans Creo, c'est là si je fais un double clic, je vais pouvoir modifier en dynamique ma géométrie. Ça c'est sympa. Mais alors justement, c'est là où on voit les limites de sa méthode. Regardez ce rayon-là, comment il évolue. Regardez tous les rayons. Eh ben, ce ne sont plus des rayons. Vous voyez, la géométrie se déforme totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir fait une dépouille par rapport à ce rayon, on projette un arc de cercle sur un plan incliné, et ce que l'on obtient ici, il suffit d'avoir fait un peu de géométrie descriptive dans sa vie pour le comprendre, on obtient une portion d'ellipse. Ce n'est plus un arc de cercle, donc ce n'est plus réalisable avec une cintreuse classique. Alors tant qu'on est sur des rayons, sur des angles de dépouille assez faibles, on peut éventuellement se dire allez c'est négligeable. Il n'empêche que si maintenant, alors je remonte au-dessus du balayage, si je reprends ma fonction d'analyse et que je mesure ce segment d'arc, enfin cette portion qui n'est pas droite, eh ben, je n'ai plus maintenant qu'une longueur. Ce n'est plus un arc de cercle. Donc, géométriquement, sur de la CAO, ben, on peut se faire plaisir, ça marche. Éventuellement, si on a décidé de faire cette pièce en impression 3D, pourquoi pas?
Mais si on veut en produire des milliers avec des moyens industriels peu onéreux, c'est cuit. Ça ne marchera pas. Autre moyen pour s'en persuader, si je me place sur cette face que je décide de faire une esquisse, hop, si je viens prendre en référence, non, je vais prendre un segment de droite, si je viens me placer là-dessus, alors on pourrait croire qu'il est en train de me faire un cercle. Non, 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 il ne fait pas un cercle. Si je trace ces deux segments à cet endroit-là, si je viens placer une cote sur ce segment, alors c'est une cote surabondante, hein, parce que je suis coïncident, c'est pas grave, je vais dire que j'en fais une cote de référence. C'est l'équivalent des cotes pilotées et pilotantes dans SolidWorks, je fais pareil ici. Et là, vous voyez, on le voit parfaitement, que d'un côté, on a une cote de 16 mm qui correspondait au rayon de congé que j'ai réalisé précédemment, et là, elle a 16,56, c'est le grand axe de l'ellipse. Ok? Donc, la méthode qu'il emploie peut être séduisante parce que effectivement SolidWorks c'est pas forcément la panacée lorsqu'on veut faire justement de la modélisation de tubes cintrés. Le fait de passer par des esquisses 3D, ça pose des problèmes. Moi, je vais vous proposer une méthode différente qui permet à la fois d'aller plus vite au niveau de la modélisation et d'obtenir une pièce qui sera parfaitement fabricable avec les moyens de production que je vous ai décrits précédemment. Pour ça, on va créer une nouvelle pièce. Je vais faire réapparaître mes plans de référence. Comment je vais m'y prendre? Eh ben, je vais, sur ce plan-là, je vais créer, hop, voilà, une première esquisse où je vais me contenter d'esquisser les escaliers que l'on a vus précédemment. Hop, hop, voilà. Comme on a dit, les dimensions ne servent pas à grand-chose. Je m'arrête ici, je valide, j'ai mon schéma de cotation nécessaire et suffisant, je modifie cette cote-là 60 mm, pourquoi pas, je valide. Donc là, j'ai ma première esquisse, et sur cette face-là, on va réaliser une deuxième esquisse. Tout simplement, alors je vais le mettre comme ça en vue 3D. On va hop, tracer rapidement mon V. On va mettre des contraintes de symétrie par rapport à la verticale. Dans ce sens-là, on en met en bas également. Maintenant que j'ai mis mes contraintes de symétrie, je vais mettre aussi une contrainte d'horizontalité entre ce sommet et le sommet du V. Qu'est-ce qui me reste à côté? J'ai besoin de mettre la dimension là, donc je mets les 40 de tout à l'heure. Et puis, plutôt que de faire, alors, dans l'exemple montré, on mettait une dépouille de 10 degrés de chaque côté. Et ben là, je mets un angle complet de 20 degrés entre les deux segments. Là aussi, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'aurais pu effectivement coter le demi-angle de 10 degrés, mais j'aime mieux comme ça. Voilà. Et maintenant que j'ai mes deux courbes, eh bien, je vais tout simplement les sélectionner avec la touche contrôle pour avoir la deuxième, et j'ai une fonction qui est bien pratique dans Creo, qui est l'intersection de deux courbes. Voilà. Et je peux du coup cacher les courbes de construction qui ne me servent à rien. C'est pas encore tout à fait fini. J'ai fait l'intersection de mes deux courbes. Alors, quand on réfléchit, je peux quasiment le démontrer à chaque fois. Dès qu'on aborde une problématique de tube cintré, on peut réaliser son parcours par l'intersection de deux courbes dans deux directions différentes. Ça marche à tous les coups. Maintenant que j'ai fait mon support, eh ben, je vais tracer une courbe par point. Cette courbe par point, eh bien, on va partir d'ici, on prend ce point-là, on lui dit que on part sur une courbe avec des bouts de droite et on rajoute des rayons. On va mettre un premier rayon de 4 mm à cet endroit-là et puis on va tout parcourir d'un seul coup. Et vous voyez qu'à chaque fois, hop, il me rajoute le petit rayon qui va bien. Tac, voilà. Ça c'est fait. Mais on va ensuite, maintenant que l'on a fait cela, on va repérer les rayons qui nous intéressent. Par exemple, ici ce rayon de 4 et le point 9, le point qui suit,
que je sélectionne avec la touche contrôle sont deux rayons identiques, je les sélectionne dans ma liste, je décoche le fait de les grouper, et là je peux changer par exemple leur valeur. J'ai fait une toute petite erreur dans ma sélection, hein, vous voyez, il a pris les deux là, c'est pas grave. Aussi, un point qui est très intéressant dans Creo, c'est la possibilité de faire un annulé dans la définition de la fonction. Et hop, je reviens un cran en arrière, et en fait, effectivement, c'est le point 7 et le point 8 que je dois sélectionner, comme ça, pour les dégrouper et mettre ma valeur de 8 millimètres. Je vais vérifier juste une chose. Alors, et du coup, maintenant, je recoche de les grouper. Vous verrez ce que ça va donner tout à l'heure. Je vais juste vérifier quelque chose. Ouais. Euh, voilà, je resélectionne ça. Alors, bah justement, mon point 9 et ici, ça va être le point 6. Voilà. Bah, je les sélectionne avec la touche contrôle. Je les dégroupe. Je mets mon autre valeur, un rayon. Alors, tout à l'heure, j'avais mis un rayon de 16. Donc, on va faire pareil. On va mettre un rayon de 16, comme ça. Et je les regroupe. Et voilà. Donc maintenant, j'ai terminé mon parcours. Si je fais un double clic sur le parcours, vous voyez que tous les rayons que j'ai groupés, eh ben, restent groupés. Par exemple, ici, si je modifie mon rayon de 10, ça modifie le rayon de 10. Et surtout, ces rayons sont définis en des plans. Ce qui fait que si maintenant, avec ma fonction d'analyse, je viens mesurer ce segment, eh bien, j'ai bien un rayon. J'ai bien un arc de cercle avec un rayon de 32. Et ça sera valable quel que soit l'angle que je vais donner à ma dépouille. Si je reviens ici, si je mets un angle par exemple de 1 degré tout simplement, eh ben on va pouvoir vérifier que le, le rayon est resté un rayon de 32. Il change pas. Donc je peux tout à fait passer ma pièce sur une cintreuse. Je vais remettre les 20 degrés, et même si j'exagère carrément, je mets 50 degrés, bah, pas de problème, ça reste un rayon. Et après, pour finir le travail, bah, on sélectionne la courbe, on lui dit, on fait un balayage. Le balayage, on trace son esquisse, hop, son petit bout de cercle, 3 millimètres, et c'est terminé. On a notre tube cintré, et on conserve une fabricabilité de cette pièce, avec un arbre du modèle qui lui aussi est particulièrement léger. On a deux esquisses, une intersection, notre courbe, et puis le balayage terminé. Hein, d'accord. Et si on veut, si je modifie ici la courbe principale, je vais faire réapparaître mes courbes secondaires. Voilà. On va faire réapparaître. Si ici je modifie la courbe principale, je peux sélectionner l'esquisse que je souhaite modifier, et en plus on peut faire de la modification dynamique, ça c'est assez sympathique. Hop. Allez, allez, allez. Il y a tout qui se met à jour de façon dynamique. Hop. Alors la cote ici doit être verrouillée, c'est pour ça qu'il voilà. Si je la déverrouille, hop là, voilà. Je peux modifier à loisir la forme de ma pièce, et vous voyez que bah, ça bouge pas sur mes angles. Ce qui fait que sur ma machine de cintrage, je n'ai pas besoin de changer le galet. À aucun endroit, je n'ai besoin de changer les galets de cintrage une fois que j'ai réglé la machine avec rayon de 4, rayon de 15 ou 16, peu importe, et rayon de 8. Même si mes angles changent, ça ne change pas ma fabrication. Voilà, donc vous savez maintenant, si vous ne le saviez pas, que il existe des machines pour réaliser ce genre de pièces, et que c'est pas parce qu'on fait des jolis dessins en 3D qu'on peut tout se permettre, et il faut toujours réfléchir à la manière dont les objets qu'on conçoit sont fabriqués, c'est la première chose, et au coût, vraiment au coût de fabrication, c'est le nerf de la guerre. Et les outils de CAO 3D, que ce soit SolidWorks, Creo paramétrique, sont des outils qui servent à alimenter des chaînes de production. Ils sont faits, c'est pour ça qu'on les utilise. Sinon,
Sinon, ils servent à rien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour une autre vidéo, tuto, explication, comparaison.